Bonjour, je suis Cédric du site internet biodiète.eu et nous voilà pour le deuxième jour de la maladie de Lyme. Comme vous avez pu le voir hier, peut-être toute la semaine, donc c'est la semaine de la maladie de Lyme. Alors, avant toute chose, si vous voulez suivre toute l'actualité, bah, inscrivez-vous juste en dessous sur cette chaîne YouTube et au cours de la vision, ou même maintenant, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça me permettra de me stimuler à vous proposer d'autres sujets et même vous aussi, si vous voulez faire des sujets, me proposer plutôt des sujets pour que je vous donne mon avis. N'hésitez surtout pas, c'est avec grand plaisir de partager tout ça. Alors revenons-en à notre maladie de Lyme, où vous l'avez compris, Borrelie ou Borreliose. Aujourd'hui, nous allons parler, en gros, quel est le diagnostic, comment est-ce qu'elle est née, si on peut dire, cette maladie. Alors en fait, c'était une pathologie infectieuse qui est née pour la première fois en fait aux USA, dans le Connecticut pour être précis, dans la ville de Lyme, donc qui est une ville au bord, on va dire au bord de l'eau, dans les années fin des années 70. En fait, je fais un petit clin d'œil parce qu'on est toujours en plein coronavirus, hein, d'accord. En fait, l'île de Plume, en fait, qui est l'île la plus proche de l'île de Lyme, en fait, c'était un centre de recherche tout simplement des bactéries de l'armée américaine et qui fait deux tests sur les animaux. Donc, est-ce qu'il y a un rapprochement par rapport à ce qui se passe en ce moment? Je ne dis rien là-dessus, je vous laisse réfléchir par vous-même. Donc maintenant, voilà, donc c'est né aux États-Unis, puis après, on va voir clairement que ça s'est propagé un peu de partout. Je vais aller sur mon écran, et voilà, effectivement, donc on peut voir que les zones oranges, c'est pour l'instant les zones à risque, d'accord? Donc, tout ce qui est en gris, bah, à part, on va dire, tout ce qui est vraiment très au nord, ce qui est vraiment très au nord, c'est peut-être qu'il y en a pas. Cette partie-là, c'est peut-être un peu étonnant qu'il y en ait, étant donné qu'il fait très froid, mais dans le Canada, enfin bref, je pense qu'il peut toujours en avoir. Et les parties grises, notamment tout ce qui est Amérique du Sud, Afrique, Océanie, Asie, tout ça, à mon avis, c'est pas parce qu'il y en a pas, c'est tout simplement parce que également les tests sont pas très bons et dans ces pays-là, bah, comme déjà, si on peut dire, on a un peu du mal à les identifier avec des tests, avec des technologies d'Occident, peut-être que dans les pays les plus pauvres, ils ont pas cette technologie-là, si on peut dire, mais encore à prendre avec des pincettes, clairement. D'accord. Donc on peut voir que de toute façon, tout le monde est touché et va probablement être très touché. Et puis du coup, on va voir maintenant d'un point de vue vraiment européen, c'est exactement en fait pareil. Si je zoome un peu, hop, voilà, donc les zones en rouge, c'est les zones où c'est présent. Les zones en jaune, c'est les zones où il y a une introduction. Et puis après, bah, plus c'est blanc, plus il n'y a rien. Donc toutes les parties blanches, vous avez reconnu, c'est la mer. Et les parties grises, c'est pareil. Est-ce que c'est réellement des endroits où il n'y en a pas, ou est-ce que c'est réellement des endroits où on ne fait pas de test ou autre chose? Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas, mais clairement, nous qui sommes habitants en France, on peut voir que c'est carrément de partout. Alors effectivement, on peut voir que c'est gris en plein centre, enfin de l'Île-de-France, et ça paraît logique parce qu'évidemment en plein Paris, on n'a pas de forêt, on n'a pas de lac et tout ça. Où vous avez compris hier que c'était son habitat, mais voilà, on peut voir que l'Europe n'y échappe pas. Alors, du coup, on va revenir à la webcam. Voilà, super, comme ça je vous revois un peu plus. Donc, on a vu l'Europe. Donc, voilà. Donc, maintenant, on a vu où c'était et on va voir en fait que la maladie de Lyme évolue en fait en plusieurs stades et elle est asymptomatique en fait dans 70% des patients. Il faut savoir que dans plein de cas, très rapidement, en fait, on n'a pas de symptômes. Donc, c'est bien un peu le problème. C'est bien le problème là, c'est qu'au début, on n'a rien, puis un jour, ça arrive et il n'y a pas de corrélation avec un accident ou autre chose. Donc c'est pour ça que c'est très difficile et que la plupart du temps, en fait, on sait qu'on a la maladie de Lyme par rapport soit à des tests poussés où on a vraiment fait une investigation très importante, ou soit des fois c'est au cours d'un contrôle, d'une prise de sang, on se dit bah pourquoi on testerait ça, on ne testerait pas ça, mais c'est vrai que c'est quand même très très rare et c'est bien le problème, c'est que comme on l'a vu, il y a plein de symptômes et que des fois on n'a même pas de symptômes. En fait, on peut être infecté sans avoir de symptômes. C'est le cas, comme on le voit, de 70% des patients. Alors donc, le premier stade, c'est l'infestation. En fait, après la piqûre, un érythème apparaît en fait en auréole ou ce qu'on appelle en cocarde, ce qui est vraiment signe de l'inflammation, mais surtout de l'infestation par la bactérie Borrelia. Je vais vous remettre
Mon petit schéma, hop, j'aurais dû le remettre directement. Hop là, tac. Bon, je vais y arriver. J'étais dans le mauvais sens, vous voyez. Voilà, donc là au milieu, on a une tique, d'accord? Une tique qui est piquée, et là on peut dire effectivement, on a bien cette auréole ou cette cocarde qui apparaît. D'accord? Donc ça veut vraiment dire qu'on qu'on a été évidemment piqué par une tique, mais qu'on a eu l'infestation, la bactérie Borrelia. Il semblerait même que dans certains cas, eh ben, les personnes n'aient même pas cette auréole alors qu'ils ont contracté la maladie. Et en fait, dans un cas normal, juste pour votre information, hop, ça ressemble à ça. Donc là, on a bien une tique à la centre. Je vais zoomer un peu plus. On a vraiment une tique qui est au centre de la peau, mais on voit bien qu'il n'y a pas une cocarde, il y a simplement une petite tache rouge qui est vraiment signe d'une inflammation normale, on va dire sans infestation de la borrélie. D'accord? Donc voilà, on va revenir à la webcam. Hop. Voilà, donc là, comme j'ai dit, en fait, il y a des personnes, on pense que c'est à peu près 20% les personnes qui sont infestées à la maladie de Lyme, donc à la bactérie Borrelia, mais en fait qui n'ont pas l'auréole ou cette fameuse cocarde. Donc vous voyez que c'est encore plus, encore ça, ça rajoute vraiment des choses qui sont vraiment difficiles à identifier. Et en fait, tout simplement, ces 20%, pourquoi il y a des gens, ils les attrapent et des gens ne les attrapent pas? Eh ben, c'est lié à beaucoup de choses, hein. C'est vrai qu'on a, chacun a son bagage génétique, chacun a ses défenses immunitaires qui fonctionnent mieux pour telle ou telle pathologie. Ça dépend énormément de votre mode de vie. Alors ça, c'est indéniable, notamment dans cette période de Covid. D'accord, il faut savoir que le Covid, la plupart des personnes qui ont eu le Covid sont des personnes qui ont souvent des maladies en parallèle. Il y a, pour l'instant, moi, je ne peux, je regarde pas tous les jours les chiffres et tout ça, mais je n'ai pas vu en fait un adulte, on va dire sain, qui n'a pas de maladie ou qui n'a pas un mode de vie très mauvais, d'accord? Donc voilà, moi je connais quelqu'un qui a moins de 50 ans, donc qui pourrait être considéré, juste moins de 50 ans, qui pourrait être considéré comme jeune, d'accord? Qui est décédé du Covid. Par contre, c'est quelqu'un qui avait un mode de vie vraiment pas idéal, qui avait un surpoids qui était très important, et donc un surpoids très important notamment, est plutôt en général révélateur d'un mode de vie pas idéal, et de là un système immunitaire qui fonctionne très très mal, et du coup qui ne se défend pas. Donc voilà pourquoi pour en fait la maladie de Lyme c'est un peu pareil. Vous pouvez être piqué, vous pouvez très bien ne jamais avoir tous les signes qu'on va voir, tout simplement parce que vous avez une immunité qui fonctionne bien, parce que bah, vous avez un mode de vie plutôt sain, vous faites attention à ce que vous mangez, vous buvez pas trop, vous faites plutôt du sport, voilà, des choses qui font que votre corps a toutes les capacités pour se défendre. Voilà, et puis après, comme on a vu, en fait, il y a un stade latent, pareil, suivant ce que j'ai dit, suivant votre qualité de défense de votre corps, ça peut mettre de plusieurs semaines, voire à plusieurs mois, voire années, voire même dizaines d'années. Quand j'ai fait quand j'ai fait mes journées en magasin et que j'ai vu des gens qui avaient contracté la maladie de Lyme, il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai été piqué il y a plus de 10 ans. Et c'est des personnes qui se sont rappelées parce que ça leur avait fait très mal. Donc voilà, pareil, la douleur, et les gens, ils n'ont pas de douleur quand ils ont une tique. Donc pareil, c'est un caractéristique vraiment personnel. Donc c'est pour ça que c'est, comme je disais tout à l'heure, faire des fois le lien, quand ça s'est fait il y a 10 ans, c'est quand même pas facile à dire que ah, bah, j'ai les maux de tête, ou j'ai des grosses douleurs, ou j'ai perte de mémoire, et ben, que c'est la maladie de Lyme, enfin, que c'est issu, c'est les conséquences plutôt, d'une piqûre qui a eu lieu il y a plus de 10 ans. Vous comprendrez. Donc voilà, donc ça c'est le stade de l'infestation. Après on a le stade de ce qu'on appelle boréiose articulaire. Bah, clairement, vous le comprenez, c'est en fait la borrélie, la bactérie va dans toutes les articulations, principalement les genoux, et pour le coup des doigts, et on appelle également ça l'arthrite de Lyme. Et bah, du coup, bah, clairement, ça commence par des douleurs articulaires. Ça peut être de l'arthrite et après, comme de l'arthrose, mais des fois, dans certains cas, bah, on n'a pas justement les symptômes de l'arthrose, mais on n'a que les douleurs. Donc, c'est là où il y a des choses encore qu'on cherche. On peut également avoir des très importantes douleurs musculaires, d'accord? Donc, on appelle ça la borréliose musculaire, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et il faut savoir que dans les deux cas, les douleurs peuvent être telles que des fois, aucun médicament fonctionne et que vous êtes dans l'impossibilité de bouger pendant des semaines, voire des mois, si rien n'est fait, et surtout qu'on n'a pas su que c'était cette maladie, et qu'on a pris une cure d'antibiotiques ou autre. D'accord? Moi, il faut savoir que j'ai eu un pareil au cours de ces journées que j'ai fait dans mon magasin sur la maladie de Lyme. J'ai eu une maman qui est venue avec son enfant. Son enfant est resté quasiment un an, vous avez bien entendu, un adolescent, hein, qui est resté un an alité
parce qu'il était dans l'impossibilité de bouger tout simplement. 1 an alité, alors que c'est quelqu'un qui avait aucun problème, tellement qu'il y avait des douleurs qui étaient complètement folles, où en fait même les antalgiques les plus puissants n'y font plus rien. Donc vous comprenez bien que dans certains cas, ça peut être très handicapant. Alors voilà sur la partie, on va dire, physique. Après, il y a la partie neurologique, on appelle ça donc, qui va attaquer les nerfs. On appelle ça la neuroborréliose et en fait, elle va toucher, elle va voir vraiment l'intégralité du système nerveux avec un nombre de symptômes absolument fou. Alors, je vais pas tous les citer, bien évidemment. Vous allez voir comment on peut les percevoir. Donc, ça peut être de la simple céphalée, donc un simple mal de tête récurrent à une perte de mémoire qui devient de plus en plus importante, jusqu'à même des paralysies faciales, voire émis juste la moitié. Juste la moitié du visage. Donc c'est vrai que ça rend les signes. Là, je vous ai dit, comme on dit, la face émergée de l'iceberg sur tous les symptômes et toutes les causes qu'il peut avoir, d'autant plus que c'est une pathologie qu'on ne connaît pas encore très bien, donc on n'a pas encore toutes les infos sur cette pathologie. Et ce qui est également le plus dur à vivre, hein, si on peut savoir, c'est que c'est un peu comme le palu, on a des phases vraiment latentes, donc des phases de haut et de bas. Donc il y a des moments justement, de manière globale, si vous avez un mode de vie plutôt sain, bah, votre immunité est boostée et bah, tout va bien, d'accord. Et puis des fois, quelques jours après, vous avez fait un excès, vous avez mal mangé, enfin bref, vous avez été malade par autre chose, ça abaisse votre immunité et bim, vous avez tout qui ressort. Et donc c'est vrai que le fait que d'un coup vous allez bien, un coup vous allez pas bien, des fois en quelques jours, enfin ça c'est les gens avec qui je discutais qui me disaient que c'était particulièrement usant et des fois c'est difficile à prévoir quand vous faites un voyage ou autre et que vous pouvez être bloqué à cause de la maladie. Bah, après on sait, avec les années on arrive à se connaître, à savoir un peu pourquoi des fois on a plus mal, mais on sait qu'on a toujours un peu une épée de Damoclès, on va dire, en dessus de sa tête. Donc voilà, et ça, on a ce système à vie, donc un coup bien, un coup pas bien, et ça jusqu'à la fin de ses jours tout simplement. Alors maintenant, on va parler de la partie diagnostic, hein, qui est une partie un peu problématique un peu partout, parce que justement les diagnostics et le test ne sont pas des plus efficaces, ne sont pas des plus fiables, pardon. Donc dans certains cas, vous pouvez très bien avoir la pathologie, mais quasiment avoir des tests négatifs, et inversement, on pourrait presque des fois avoir la pathologie, mais pas suffisamment de marqueurs qui indiquent que vous avez clairement la pathologie. Un peu comme le Covid, vous savez, quand vous êtes en phase finale, eh ben, la plupart du temps, ce qu'on appelle votre charge virale, votre quantité de virus est quasiment inexistante, il n'y en a plus. C'est simplement les effets secondaires de cette infection qui ont fait que vous êtes en détresse respiratoire. Voilà, c'est pour ça que c'est encore vraiment très difficile. Alors, dans un premier temps, oui, je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez en fait télécharger le questionnaire de Richard Horowitz. J'espère que je lui abîme pas son mot, pour vraiment avoir une approche initiale. Clairement, c'est un questionnaire assez précis qui est sur les différents signes et symptômes et les plus couramment bah, en fait, vus, ainsi que la chronicité, c'est-à-dire combien de fois ça apparaît par an, par semaine, enfin bref. Vous avez tout ça. Je vous mets le lien sur ce test. Hein. C'est le test du docteur Richard Horowitz, qui a fait d'ailleurs plusieurs livres et ouvrages sur la maladie de Lyme. Et puis après, on a ce qu'on appelle le test ELISA. Donc le test ELISA qui n'est malheureusement pas assez spécifique, tout simplement parce que il a en fait des réactions et des marques immunitaires peuvent être communs à d'autres pathologies. Donc des pathologies infectieuses, c'est-à-dire on peut croire que vous avez cette maladie, en fait vous avez une autre maladie qui a les mêmes marqueurs. Ça veut tout simplement dire ça. Donc ça peut être, comme on l'a vu, la syphilis, ça peut être Helicobacter pylori, je ne sais pas si vous connaissez, c'est souvent la bactérie qui est la principale cause de tout ce qui est remontée acide et excès d'acidité au niveau de l'estomac. Et après, tous les zoonoses. Les zoonoses, c'est les maladies qui sont apportées par les malades, qui sont apportées à l'homme par les animaux. Donc on peut clairement dire que le Covid en est une. Vous avez la toxoplasmose, vous avez la leptospirose, vous avez la mononucléose aussi, la babylose, la brucellose. Babylose par les vaches, il me semble, et brucellose qui peuvent être transmises à l'homme toujours par les tiques, mais par le mouton dans ce cas-là. Donc voilà, donc le test ELISA est pas assez spécifique et souvent quand on a un test positif, bah là après on passe au test qui est un peu plus précis, qui est le test de Western blot, pardon, excusez-moi, qui permet d'identifier un peu plus précisément certains anticorps, donc ce qu'on appelle les IgM et les IgG, qui sont en partie plus spécifiques à la borréliose. Mais là, c'est pareil, quand je discutais avec des gens
dans mon magasin, il y a des gens qui me disaient, bah, le premier test des fois était négatif et le Western blot était positif et inversement. Enfin bref, c'est vraiment pas encore fiable et c'est vraiment encore un peu le problème sur ce point-là. C'est que des fois, il y a des gens, ils ont la maladie, ils n'ont pas de signes, mais ils l'ont quand même et inversement. Donc c'est très très difficile. On s'aperçoit que surtout si vous avez une neuroborréliose, je vais y arriver, c'est-à-dire la maladie de Lyme, enfin la bactérie qui est principalement dans le système nerveux, ben, on peut faire une ponction lombaire. Une ponction lombaire, du coup, ça fonctionne très bien pour vraiment savoir si vous êtes atteint de la borrélie ou pas. Mais c'est vrai que c'est un test qui est quand même pas facile. Donc en gros, on vous fait une ponction lombaire avec une grosse seringue, on vous la met dans le ponction lombaire et on vous prélève du liquide rachidien. Donc ça se fait souvent à l'hôpital ou à la clinique. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est lourd, mais qui permet, il semblerait que ça soit ça qui soit la plus efficace pour clairement savoir si vous êtes atteint de la maladie de Lyme ou pas. Voilà pour ce deuxième jour, sur la maladie de Lyme. J'espère que vous avez appris différentes choses. N'hésitez toujours pas à poser vos questions. C'est avec grand plaisir de vous apporter les réponses si je peux. Et vous trouverez donc toutes les informations dans la description de cette vidéo. Vous aurez également le lien sur le blog avec également les sources de ce petit reportage. Je vous dis à demain. Bonne journée à tous. Au revoir.